Il s'appelait Ilan Halimi, il avait 23 ans ce 21 janvier 2006, il y a 10 ans précisément, 23 ans, l'âge où on sourit à la vie, où l'on accepte un rendez-vous avec une jeune fille qui vous a souri à 7 heures précisément, où l'on imagine, plein d'espoir, une histoire amoureuse possible. La jeune fille était un appât et ce rendez-vous l'a conduit tout droit vers l'horreur, enlevée, dénudée, affamée, ligotée, torturée, pendant 24 jours et 24 nuits. Et au petit matin de ce 24e jour, assassiné. Pourquoi ? Parce qu'il était juif. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant ces 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulait obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, geôlier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre alors son visage avec effroi, violence, antisémitisme. Des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, une dizaine de tentatives d'enlèvement avaient échoué, toutes sur des personnes de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. 3 seront acquittés. Les autres condamnés à des peines allant de 18 ans, comme Saïd Abdelmalek, le bras droit de Fofana et le tortionnaire d'Ilan, ou de la prison avec sursis pour certains, comme Isabelle Mensa, au courant de la prise d'otage au moment des faits. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. Les médias à l'époque ont beaucoup parlé de Youssouf Fofana, l'assassin, chef de bande si fier, je le cite, d'avoir tué Ilan Halimi. Arcadie a choisi, lui, de parler de la famille d'Ilan Halimi, de sa douleur infinie, dans un film aussi sobre que poignant. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique, là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Emma. Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez? S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Maman. Et l'on retrouve en direct de Paris notre invité, l'auteur de ce film, Alexandre Arcadie. Bonsoir, Alexandre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de faire ce film? C'était indispensable. Je me souviens, à la manifestation organisée en la mémoire d'Ilan, un dimanche entre République et la Bastille, il y avait du monde, certes, mais pas aussi nombreux que je pensais, que je l'espérais. Et puis ce sentiment étrange qu'on allait se souvenir du gang des barbares et plus d'Ilan Halimi. Et il a fallu attendre
la parution du récit de Ruth Halimi et d'Émilie Frêche pour comprendre le chemin qu'il fallait prendre. C'est comme si Ruth Halimi m'avait pris par la main en me disant, voilà, s'il faut raconter le calvaire qu'a vécu mon fils, il faut passer par la famille, par cette famille ordinaire, une famille française qui du jour au lendemain s'est retrouvée confrontée avec l'innommable, l'invraisemblable, l'incroyable, cet enlèvement qui a duré 24 jours. Ça, il faut bien se souvenir de ces nombreux jours qui a mis Ilan avec son gang des barbares, qui avait le même âge que lui, qui était français comme lui, et qui a été assassiné à petit feu pendant tout ce temps-là. Oui, on connaît votre talent de cinéaste, on connaît même votre efficacité. Vous avez fait de très nombreux films à très grand succès. Et là, dans ce film, j'ai été l'un des premiers à le voir, en votre compagnie d'ailleurs, j'ai été moi-même impressionné par le parti que vous avez pris, par cette sobriété que vous avez voulu et par cet angle que vous avez donné. Vous avez voulu montrer la douleur de toute une famille. J'ai voulu absolument essayer de pénétrer cette famille qui allait subir l'invraisemblable. Imaginons une sortie de Shabbat, on découvre qu'Ilan a été enlevé et on se retrouve au quai des Orfèvres, alors que rien ne prédisposait cette famille à se retrouver dans ces conditions. Et puis cet engrenage, ces fausses pistes, une police qui va tout faire, c'est vrai, mais qui va se tromper sur tout, sur les mobiles, sur la façon dont Ilan a été enlevé. Ils n'ont pas écouté la maman, ils n'ont pas écouté ce qu'elle ressentait, ce que Ruth Halimi ressentait au fond d'elle-même. C'était un enlèvement crapuleux et antisémite. On n'a pas voulu prendre en compte cet état de choses. Oui, et là débute une spirale terrifiante pour la France. À partir de la mort d'Ilan, on est dans un processus. Alors, les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous avez eu du mal à monter ce film, même à monter de façon financière ce film. Absolument. Bizarrement, alors que j'ai derrière moi une filmographie assez éloquente, j'ai eu énormément de difficultés à convaincre des partenaires traditionnels, si je puis dire, pour faire ce film, pour participer, si vous voulez, à ce cri qu'a poussé Ruth en disant « Je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ». C'était la chose la plus importante pour moi, donner l'alerte. Malheureusement, je n'ai pas été suivi et ni France Télévisions, ni le CNC, ni les grandes chaînes de télévision n'ont voulu me suivre dans cette aventure. Indispensable. Et pourtant, indispensable. Et aujourd'hui, oui, le plus important, c'est que ce film soit vu. Alors justement, votre film a une très grande valeur pédagogique parce que vous avez choisi le mode narratif. Est-ce que, par exemple, ce film qui perpétue la mémoire d'Ilan Halimi, est-ce que ce film est montré dans les écoles ? Parce que ça n'est pas un film à charge, c'est simplement un film qui raconte une douleur de toute une famille. Est-ce qu'il est montré dans les écoles en France aujourd'hui ? C'est édifiant, cher Paul, mais non. Non, il y a eu une réunion à la suite des attentats de janvier dernier de l'Hypercacher avec des responsables académiques. Ils étaient une dizaine et quand on a proposé que ce film soit un véhicule pédagogique pour faire ressentir au plus profond de ces jeunes ce qu'a été la souffrance d'Ilan et cette espèce de non-respect de la vie, les responsables académiques ont eu peur d'éveiller je ne sais quel vieux démon, et c'est toujours une même technique, mettre sous le tapis les problèmes qui dérangent. Et je dois dire que notre Premier ministre a tout fait pour que ce film puisse être vu. Malheureusement, il ne l'a pas été encore. Comme un déni de réalité de la part de certains Français. Merci beaucoup Alexandre Arcadi. Vous allez sans doute suivre de Paris les épisodes suivants puisque nous recevrons dans quelques instants Samy Gozlan. Ce drame a marqué en tout cas le début d'une terrible décennie en France, un pays gangréné par un nouvel antisémitisme, un fléau qu'on croyait révolu depuis la Shoah. Jonathan Serrero.
En février 2006, le corps sans vie d'Ilan Halimi est retrouvé en contrebas de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le jeune juif est tué par le gang des barbares et Youssouf Fofana. Pour la communauté juive, c'est le choc. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, un juif n'avait subi de tels sévices à cause de sa religion. Pourtant, ce drame s'inscrit dans un cycle de violence entamé à l'orée des années 2000 et la seconde intifada. Crachats, insultes et profanations de synagogues sont les premiers signes de la haine anti-juive. En 2003, elle fait une première victime, Sébastien Selam, alias DJ Lamsé. Le jeune juif est tué par son voisin de palier, Adel Amestabou. Son assassin a laissé le corps de sa victime dans une mare de sang, criant « J'ai tué un juif, j'irai au paradis ». Mais la justice déclare le meurtrier irresponsable. Le mobile antisémite n'est pas reconnu. 3 ans plus tard, en revanche, la justice reconnaît le caractère anti-juif du meurtre d'Ilan Halimi. L'affaire s'invite sur les bancs de l'Assemblée. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame. Le 19 mars 2012, Mohamed Merah abat le rabbin Jonathan Sandler, ses 2 enfants, Gabriel et Arié, âgés de 3 et 6 ans, devant l'école Ozara Torah. La petite Myriam Monsonego, 8 ans, tombe aussi sous les balles du terroriste. C'est une ignominie. Et je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée, l'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. La barbarie antisémite s'exprime une fois encore le 9 janvier 2014 lorsqu'Amédi Koulibaly fait irruption dans l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris, armé de sa Kalachnikov. Il tue Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Rattab, tous assassinés parce que juifs. La haine traverse même les frontières de la France. Le 24 mai 2014, Mehdi Nebouche, originaire de Roubaix, tue 4 personnes, dont un couple de touristes israéliens en visite au musée juif de Bruxelles. Entre 2005 et 2014, les actes anti-juifs sont passés de 508 à 851. Malgré le recul observé en 2015, les violences antisémites rythment toujours le quotidien des Juifs de France. 810 en ont été recensés. La dernière en date, l'attaque commise contre un enseignant d'une école juive de Marseille par un jeune adolescent se réclamant de l'État islamique. Samy Gozan, bonsoir. Bonsoir, Paul Amar. Vous êtes ancien commissaire de police, fondateur du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Oui. Et je sais que vous suivez de très très près l'évolution de notre société française. Ces statistiques sont accablantes. Comment l'expliquez-vous ? Comment peut-on l'expliquer ? C'est qu'aujourd'hui, la société s'est habituée à cet antisémitisme et ce ver est venu gangréner les mentalités, les plus jeunes comme les plus âgés, et qu'il n'y a pas véritablement d'action. On se parle souvent d'action pédagogique, mais je crois que c'est insuffisant. Je crois que l'action judiciaire est importante et c'est ce que nous battons à faire suivre. L'action judiciaire, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment, ni suffisamment sévère, ni suffisamment pédagogique. Voilà. Mais c'est pas faute, pourtant, et Dieu sait si vous êtes bien placé sur ce terrain pour le dire, d'avoir alerté les autorités depuis tant et tant d'années. Et on a l'impression que quel que soit... il ne s'agit pas d'accabler d'ailleurs les gouvernements successifs, parce que les mesures ont été prises. Quelles que soient les mesures prises, ce fléau ne cesse de grandir. Comme une vague comme ça qui submerge toutes les institutions françaises. Oui. Aujourd'hui, le juif est devenu une cible vulnérable et privilégiée. Nous, au Bureau de vigilance, nous considérons que il y a une forme de détestation aussi de l'État juif qui a conduit, moi, ce que j'appelle l'incitation à la haine d'Israël qui pousse à l'acte anti-juif. Et c'est un peu cela que nous combattons. Nous alertons les autorités. Je viens encore d'écrire au Premier ministre qui a eu un discours formidable lorsqu'il est intervenu pour parler de BDS qui appelait à l'association qui veut boycotter les produits israéliens. Oui, produits israéliens, mais qui s'est produite à la place de l'Opéra. D'abord, on a demandé pourquoi une telle manifestation est tolérée, parce qu'elle n'est pas autorisée, mais elle est tolérée en pleine période d'état d'urgence où aucune manifestation ne doit être organisée. C'est comme si on pouvait accepter que des gens manifestaient pour appeler au délit du vol ou du viol ou autre chose. Alors il y a un lien avec la création de l'État d'Israël, ça c'est clair, mais pas seulement. Quand Ilan Halimi est enlevé,
le gang des barbares recycle en quelque sorte les vieux clichés servis autrefois par l'extrême droite sur les juifs, parce que ces barbares-là pensent que sa famille, alors que sa mère n'est que secrétaire, que sa famille, pour parler comme eux, est pétée de thunes. Donc il n'y a pas que le Proche-Orient qui explique ce nouvel antisémitisme. C'est vrai, il y a aussi le fait que les vieux poncifs anti-juifs, notamment le fait du lien entre le juif et l'argent, a été important dans ce rapt. Ils pensaient que la communauté juive allait pouvoir payer la rançon qui est demandée. Oui. Bon, après ils sont revenus à droite, mais pour ce qui me concerne, effectivement, sachant que la maman d'Ilan travaillait dans une institution qui est le siège justement du recueil des fonds de la communauté juive. Je pense que pour sauver cet enfant, à mon avis, on aurait dû payer. Il y a 2 personnes qui étaient au courant dans les institutions de ce qui se passait. Le silence a été imposé. Nous avons, nous, au bureau de vigilance, avec mon adjoint, qui est un commandant de police aussi, essayé de rentrer dans ce dossier, mais on nous en a écarté. On nous en a écarté. La police a imposé le silence. Et le silence, c'est le silence qui tue. Il faut savoir que c'est le silence. Si les policiers qui avaient les éléments avaient publié les photos des individus ou alors des complices qui connaissaient même les portraits robots, je pense que des langues se seraient déliées, notamment dans cette cité. Alors Alexandre Arcadi, vous êtes toujours à Paris, je suppose que vous écoutez Samy Gozlan, vous qui avez collé au plus près de l'enquête pour faire ce film et au plus près de la réalité. Que pensez-vous des propos de Samy Gozlan à l'instant sur ce silence imposé ? C'était une stratégie policière qui n'a pas payé. Il faut dire que la police a mobilisé énormément d'inspecteurs. Ils étaient 240, 24 heures sur 24. Ils se sont trompés, mais totalement trompés de cible. Ils pensaient avoir affaire à des truands réclamant une rançon. Ils n'ont pas cru qu'ils avaient affaire à des bras cassés. Et quand ils ont découvert à un moment donné les complices, c'était déjà trop tard, parce que dès la première apparition du portrait robot, on a très vite intercepté le gang. Mais ce que je voudrais dire, Paul, au-delà de toute cette affaire qui est terrible, c'est qu'on parle beaucoup de la déchéance de nationalité aujourd'hui et on n'évoque pas encore aujourd'hui les condamnations incompressibles qui sont de 22 ans. Je trouve que là, il y a un vrai problème. Il faut savoir que dans 10 ans, Youssouf Fofana sera dehors. Il aura peut-être 50, 55 ans. Et c'est inadmissible. Il faudrait essayer de trouver une autre formule pour les terroristes qui ne soit pas ces 22 ans, qui soit beaucoup plus importante, comme ça se fait aux États-Unis. Qu'en pense le commissaire de police, enfin l'ancien commissaire de police ? Je souscris complètement à ce que vient de dire Alexandre Arcadi. Il a parfaitement raison. Déjà, plusieurs criminels de ce gang des barbares sont déjà dehors. C'est inadmissible, c'est insupportable. Et Fofana va aussi sortir, va bénéficier des remises de peine, etc. Donc je crois qu'il va falloir trouver et intervenir pour trouver une formule qui le mettra définitivement derrière les barreaux. On ne peut pas tolérer cela. C'est vrai que la justice a fait son travail et nous souvenons-nous d'ailleurs que Mme Alliot-Marie avait demandé que, quand elle était ministre de la Justice, qu'une autre procédure soit faite pour aggraver les peines, mais c'est véritablement insuffisant. Et je crois que si véritablement, à ce moment-là, dans l'affaire d'Ilan Halimi, l'opinion avait été mieux informée, et que si les peines avaient été beaucoup plus sévères, eh bien, nous n'aurions peut-être pas eu ce déchaînement de haine à la fois anti-juif et anti-français que nous connaissons aujourd'hui. Sachez que le bureau de vigilance a été le premier à qualifier ce crime antisémite. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez, je suis ancien commissaire de police et l'un de mes collègues m'a prévenu. Parce que sinon, c'était une affaire de droit commun, personne ne pouvait penser. C'est un jeune homme qui est sorti un vendredi soir avec une femme, une jolie fille d'origine musulmane, et puis travaillait dans les téléphones. Donc pour moi, ça ne me concernait pas, c'était pas antisémite a priori. Mais quand on m'avertit il venait d'être découvert, il était encore vivant quand on m'a prévenu. Et on me dit,
il y avait 5 cas identiques. Alors je demande, est-ce qu'ils sont tous juifs? Il me dit oui, ils sont tous juifs, sauf un. Ça veut dire qu'il y avait... Et alors pourquoi l'autre a été ciblé? C'est parce qu'il travaillait dans le sentier. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une cible qui était visée, et c'était les juifs qui étaient visés. Donc pour moi, c'était antisémite. Le lendemain, je suis invité par Jean-Michel Apathy pour confirmer ce sentiment que j'avais d'antisémitisme, mais pendant ce temps, un ancien président du CRIF disait non, c'est un crime de voyous. Alors vous voyez, donc, et les autres de la communauté française nationale n'attendaient que ça, qu'on dise que ce n'est pas anti-juif. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est que quand il y a un crime comme celui qui vient de se passer à Créteil, qu'on m'apporte la preuve que ce n'est pas antisémite. D'abord, c'est antisémite, et puis après, on prouve que ça ne l'est pas. Merci beaucoup, Samy Gozlan. Merci également, Alexandre Arcadi, d'être intervenu dans ce Paris Jaffa. Je reprends le terme même qui qualifie l'association que vous avez créée, Vigilance.